T'en as combien de ruches ici là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, voilà, c'est un cadre avec du miel, Ouais. du pollen. Voilà, Ah ouais, là on voit bien qu'elle attaque le mâle. les pauvres. Là, il y en a un qui vient de se faire jeter. Ah, tu comprends que j'ai chaud? Bah oui, bien sûr. En plus, on fout rien là. Alors, on est d'accord, hein, les voleurs, c'est des apiculteurs. Hein. Ah ouais. Donc, moi, je comprends pas qu'on puisse faire ça à notre apiculteur qui galère déjà au quotidien. Donc, c'est une honte. Là, il y a une abeille qui éclot, par exemple, là, ici. Oui, il y a un boudage du miel, mais c'est général en France. Hein. Ouais. Voilà, on apporte de la merde, malheureusement. Je pense que ça a pris tellement d'ampleur que les clients ne savent même plus à qui faire confiance. Mais... On en a dans le coin des gens qui sont souvent sur les marchés, Oui, il y en a, ouais, il y en a. mais qui n'ont pas de ruche. Qui avaient, qui n'ont plus. Voilà. Mais là, c'est des amorces de cellules royales. Alors, soit on leur donne au printemps aux abeilles, soit... On peut le vendre avec cire et miel. Ouais, mais qualité... Voilà, trop professionnel. C'est un miel, ce qu'ils appellent le miel béton. Même les abeilles n'arrivent pas à le prendre. Donc, Tu comptes tes heures des fois? absolument pas. Vaut mieux pas, c'est ça. Il vaut mieux pas regarder. Parce que là, t'es pas au SMIC horaire, quoi. à la Ah, fin. pas du tout, non. Je suis un ingénieur apiculteur maintenant. Alors la fumée sert à calmer les abeilles. C'est pour pas se faire bouffer. En fait, ça leur fait croire qu'il y a un incendie. Elles vont aller se gorger en miel. Donc tu mets quoi là-dedans dans ton enfumoir? Alors il existe des pellets, il y en a qui vont faire avec de la paille. Moi je mets du bois pourri en fait, sec. Et ça fume bien. Il existe aussi maintenant des nouveaux enfumoirs avec de l'eau. On pulvérise en fait de la vapeur d'eau. Mais pour un professionnel, actuellement, c'est pas bien adapté. Ok. Bon, ça devrait être à peu près tout bon. T'as fait des essais? Non. Bon, on va aller aux ruches. Bon, tu te casses pas la gueule dans la rivière? Bah vaut mieux pas là. Toutes ces années, c'était sec. Alors bonjour Monsieur Chapuis déjà. Bonjour. Très heureux de te retrouver ici, en pleine pampa de la Haute-Savoie. Où C'est est-ce ça. qu'on est ici exactement? Nous sommes en Haute-Savoie, dans le Chablais, Sur les Hautes-Brantonnes. sur les Hautes-Brantonnes, c'est ça. Donc voilà, le rucher est sur le côté ici. Actuellement, il y a une mielée de châtaigniers qui se termine. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé Ouais. et puis voir un petit peu l'organisation d'une ruche. Comment ça fonctionne les mielés? Ça marche par période? Oui, chaque fleur en fait s'échelonne, enfin les grandes floraisons. Après un tout de fleur, certaines choses on ne peut pas les séparer, mais ici on est sur un coteau de châtaignier, donc on arrive à avoir un châtaignier assez pur. Et c'est quoi la période du châtaignier à peu près? On va dire de mi-juin à mi-juillet. Donc c'est un mois, grand maximum. 3 semaines, un mois, oui. 3 semaines, un mois. Il faut savoir que quand la floraison est intense, les abeilles vont à 90% sur cette essence. Après, il ne faut pas attendre derrière avant de le ramasser, sinon ça va s'enchaîner sur autre chose et vous aurez perdu la pureté de votre miel. Donc Voilà. c'est comme ça que tu arrives à trier, faire du miel de châtaignier, de tilleul. Après, il n'y a pas différentes deux spécialités. châtaigniers qui se courent après, hein. Il y a vraiment un bois de châtaignier. Donc, Voilà, c'est ça. Ok, bon, on va aller voir tout ça. Là, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais on voit pas mal de mouvements d'abeilles autour du rucher. T'en as combien de ruches ici là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26. Il y en a 26. En vie. On a vérifié quand même. Non, mais j'ai rajouté des petites colonies, des essaims. Et En puis, cours de route, ça s'est agrandi, quoi. Voilà, disons que j'ai 3 ruches vides là, mais avec les divisions, je vais procéder au remplissage. Ok, et on voit qu'elles n'ont pas toutes la même taille, c'est parce qu'en bas, il y a le corps de la ruche, C'est ça, qui est le lieu d'habitation en gros de la reine voilà, et de la colonie. c'est ça. C'est là où elles stockent aussi leur nourriture. Voilà. elles. Et au-dessus, c'est le surplus. C'est Et ça. tu rajoutes des hausses en fait. Voilà, à fur et à mesure que la colonie amasse le surplus de miel, eh ben, j'apporte de la place à la colonie pour qu'elle remette en plus. Donc là où vous voyez, il y en a
qui a 2 étages, c'est-à-dire qu'il y a 2 rehausses. Donc potentiellement 2 fois plus de miel que celles qui en ont qu'une. On va aller se mettre à l'ombre parce que ma pauvre caméra est en train de. On va de aller sur suffoquer les de ruches à chaleur. l'ombre là-bas. Si tu veux zoomer déjà à l'entrée, alors là typiquement, ça ne travaille pas. Hein. La mielée est terminée, c'est l'après-midi, il fait chaud, donc il y a très peu d'activité. Par contre, on constate, donc ça, les mâles sont en sursis. Ils commencent à se faire chasser par les abeilles parce que c'est la fin de saison. Donc le mâle, il sert qu'à féconder les femelles à un moment donné et il est incapable de butiner. Donc en fait, il se fait entretenir. Donc en fin de saison, les abeilles, elles viennent et elles chassent les mâles. Elle les bute ou pas? Ouais, ou elles les butent, ou elles les... Donc ça, ce sont les mâles, les gros là. Ils n'ont pas de dard. Hein. Voilà, là on voit un mâle et une abeille à un côté de l'autre. On peut en voir certaines rentrer avec du pollen. Faut regarder, il faut aller vite. J'en ai vu passer 2-3 avec du pollen. C'est celle qui ont les Là, il petits y en a sacs. une avec du pollen là, qui va rentrer. Ah T'as oui, vu effectivement, Hop, ouais. voilà. Avec les petits sacs jaunes en fait Voilà, sur les donc pattes. Quoi. ça, elle l'apporte aux larves. Là, on voit une abeille qui est en train de chasser le faux bourdon. Donc Ouais. moi, il faut que je me dépêche de faire mes divisions d'ici la semaine prochaine Ah, sur les disons, colonies, Elle l'attaque. Hein. avant que les mâles soient tués. Voilà. Ah ouais, là on voit bien qu'elle attaque le mâle. Les pauvres. Là, il y en a un qui vient de se faire jeter. Ah, tu comprends que j'ai chaud? Bah oui, bien sûr. En plus, on fout rien là. On va aller regarder si elles ont bien travaillé. Je mets quand même mes gants parce que des fois, ça chafouine un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus là? C'est un C'est de isolant? l'isolant. C'est Pour un garder le isolant chaud. pour l'hiver, mais je le laisse toute l'année maintenant parce que l'été, quand il fait très chaud. Voilà. Donc là, il y a la propolis qui Ouais. tient, Donc là tu fais levier avec un lève-cadre. un lève-cadre. Donc là, la hausse du dessus, elles ne l'ont pas remplie. J'avais mis en prévision parce qu'elle avait bien travaillé. Donc il faut décoller les trucs parce que c'est bourré de propolis, c'est C'est ça? ça, c'est Elles, ça. elles colmatent, elles font les joints. C'est ça. Donc la mielée s'est arrêtée. Voilà, ça a mielé moins que prévu. La colonie était très forte. Voilà, il y a un petit peu de miel. Il n'est pas encore operculé. Ça, c'est du miel de châtaignier. Bon, je vais défaire dessous. La hausse sera plus. Donc ce qui se passe, c'est que tu mets ces petits cadres en bois dans les hausses C'est ça. et c'est les abeilles qui les remplissent. Qui les construisent et qui les bâtissent. Ah oui, d'accord, donc c'est en dessous qu'il y aura peut-être plus de miel. Parce qu'elles les remplissent dans l'ordre, du bas vers le haut. Oui. Voilà, là, on a une hausse déjà un peu plus pleine en miel. Et en abeilles aussi peut-être. Voilà. Donc là, elles sont en train d'operculer le miel. Ouais. Voilà. Quand il est operculé, ça veut dire qu'il est mûr. Donc elles construisent les petites alvéoles. en C'est cire. ça. C'est ça. Toi tu mets des cadres vides. Hein. Je mets des cadres vides. Oui. Voilà. Et ensuite elles remplissent ces alvéoles avec du miel. Et ça, les abeilles. Attends, je vais poser par là. Ouais, vas-y. Normalement, Normalement, des abeilles. les abeilles ont donc un cycle de vie. Voilà. Et à différentes étapes de leur vie, elles font pas forcément la même chose. C'est ça, exactement. Donc il y en a Au à un moment qui font les cadres, qui Il y a des cirières, ils font la il y a des cire, voilà. nourrices, il y a des gardiennes, il y a des butineuses. Et au fil de leur vie, leur rôle change. C'est ça, exactement. Et ça vit combien de temps? 6 mois à peu près, tu m'as dit? Les abeilles d'hiver, non. Ouais. Les abeilles d'été, ça va être de printemps-été entre 40 et 60 jours. Voilà. Je l'ai posé par terre, puis maintenant, il y a des petites saletés. Elles sont gentilles. Ouais, va pas nous les énerver. Non, mais on va goûter le miel, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Donc ça, c'est du miel de châtaignier. Tu peux mettre ton doigt dedans, hein. Je vais essayer de faire les deux. Les deux en même temps. Ah, tu peux tremper dedans. Ah bah ouais, mais maintenant j'ai le casque. Il a pas enlevé le casque, Jérôme. Je suis obligé de les déshabiller. Allez hop. Vas-y. Est-ce qu'il est bon? Il est excellent. C'est un bon cru cette année. Voilà, bon, on va aller voir comment s'organise la ruche maintenant à l'intérieur. Donc moi, la bonne nouvelle, j'avais un petit peu peur que ça soit du miela, moi, sur ce rucher. Parce qu'il y en avait un petit peu avant le châtaignier. Et le problème, c'est qu'on a des épicéas. Et ici, le miela d'épicéa, il durcit tout de suite dans les cadres. Donc je n'arrive pas à l'extraire. Parce que toi, tu extrais à froid. C'est ça. Alors là, je décolle, hein. Faut y aller quand même. Ah, punaise.
Il va bien casser le lève-cadre. Ouais, Ah, c'est la hausse là. Ouais. alors, Ah, il y a le chasse-abeille qui est venu avec. ça, c'est une grille à reine pour éviter que la reine aille pondre. Là, si tu pèses, il y en a quoi il y a une dizaine de kilos de miel dans la hausse. Si tu veux la porter, tu peux. Hein. Oui, bah, j'ai les mains prises malheureusement. Ok, donc pour que la reine reste dans le corps et n'aille pas pondre dans nos cadres de miel, tu mets cette grille. C'est ça. Et donc il doit y avoir une reine quelque part là-dedans. Moi, je vais enlever les ponts là pour éviter. Ouais, là on sent qu'il y a déjà plus de... Ouais, mais la colonie a déjà bien diminué. Hein. C'était une colonie très forte. Donc j'enlève juste ce qui va gêner pour la visite. Donc ça, c'est de la cire. Hein. Cire et propolis. Voilà. On fait des savons avec. Alors, vous voyez de la propolis, c'est ici par exemple. Tout ici. Bah, tout Elle ce qui est en partie colmate. sombre. Un peu. Voilà, elle colmate en fait. Hein, avec, bon, ça commence à monter un peu. Je vais enfumer. Alors, on va commencer par un cadre de rive. Je casse les petits ponts pour éviter d'écraser des abeilles. Donc là, voilà, c'est un cadre avec du miel, Ouais. du pollen, un tout petit peu de couvain de mâle. Alors attends, il est où le pollen là? C'est les trucs jaunes? C'est les trucs jaunes là, Ouais, le miel, les réserves. d'accord. Ensuite, effectivement, là c'est le couvain, les petits œufs. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est du couvain de mâle. Je vais poser le cadre sur le côté, délicatement. Là, je pense que c'est un cadre de réserve aussi. Voilà. Pollen, miel. Et un petit peu de couvain. Non, même pas. Non, pas encore. Là, on arrive sur du couvain. Donc là, il y a des œufs en fait à l'intérieur. Ouais. Là, il y a une abeille qui éclot, par exemple, là, ici. Effectivement. Voilà, donc là, le couvain, elle forme un espèce de ballon. Hein. Et puis, ça va vers l'extérieur pour éclore. Puis la reine recommence à pondre au milieu. Tiens, il y en a une autre là, non? Voilà. Regarde là, regarde. Ah ouais. Elle est en train de sortir, non? Qu'est-ce qu'elle fout? Après, elle nettoie. Il y en a qui nettoient. Il y en a... Ok. Celle-ci est en train de sortir. Voilà, ici, là, on en voit une avec du pollen, par exemple. Ouais, avec des petits sachets de pollen là derrière les pattes. Elle va en faire quoi? Elle va y mettre dans une alvéole? Oui, bah, elle va stocker, puis après, elle le donne aux larves. On va essayer de trouver la reine. Je l'ai marquée verte. C'est une reine de l'année. Donc, en fait, au départ, il y a les œufs, ensuite les larves. Ouais. Elle les opercule. Et au bout de 21 jours, les abeilles naissent. Voilà, ça, c'est un cadre complet à naître d'abeilles. Donc ça, ces abeilles qui naissent maintenant, Et elles mettent combien de jours, tu m'as dit? 21? 21. C'est les abeilles qui Donc vont... il faut un paquet d'alvéoles pour passer de. Il y en a 10, 20 5000 000 sur à- un cadre comme ça, hein, plein. Il y en a? 5000 alvéoles. Ah oui. On dirait pas. Parce que c'est des deux côtés aussi, Oui, recto verso. La reine, elle est là. effectivement. Elle est peureuse. Elle s'est planquée de l'autre côté, je crois. Donc là, vous voyez, il y a la reine du faux bourdon qui est à côté et les abeilles. Donc là, on lui fait un petit peu peur, mais elle est en train de chercher pour pondre. Ok, bon, on va pas la déranger plus. Oui, Pendant on qu'ils va sont sympas, hein, on va les remettre Je vais là-dedans. refermer parce que il y a avec le miel, vu qu'il n'y a plus d'entrée de nectar, ça va assez vite arriver au rucher. Enfin, Là, assez vite. c'est les autres abeilles qui vont venir les piller autres la ruche, arriver, quoi. ouais. Qui vont vouloir venir chercher les réserves de cette ruche. Qui est ouverte C'est ça. et appétissante. Donc moi, par exemple, ici, je vais enlever 2 ou 3 cadres d'ici la fin du mois pour faire un essaim. La partitionner pour l'hiver. Comme ça, je multiplie mes colonies. Ok. À côté, j'ai un élevage de rennes, un petit élevage de rennes qui me permet de mettre une Parce que reine. chaque année, tu as directement. quand même de la perte de Il colonies. y a de la perte faut des remplacer. colonies annuelles tout au long de la saison et pendant l'hiver. Il y a jamais du 100%. Et après, je vends aussi des essaims.
te laisse me suivre. Ouais, je te suis. Fais gaffe, hein, il y a des... Il y a des trous, ouais, il y a des trucs. Tiens, celle-ci elle est cool aussi là. Celle-ci, on va regarder si elle a bien travaillé. Donc effectivement, la mielée s'est arrêtée assez rapidement. Le deuxième étage est peu plein. Il y a un petit peu de miel, mais c'est léger. Ça, c'est lié à la météo, hein. On a eu mauvais temps presque tout le temps. Et le premier étage est bien rempli. Donc j'ai quand même des jolis cadres de miel. Voilà, tout operculé, tout beau. Ah oui, il est beau celui-là. On va quand même approcher un peu, même si la caméra n'aime pas trop. Ok. Voilà, tout en miel. Donc moi, je viens avec un couteau, couper L'opercule. et puis ensuite, centrifuge. Je le mets en seau avant de le mettre dans le maturateur. Parce que quand on centrifuge, il y a des petites bulles d'air qui vont à l'intérieur. Il y a aussi des petites saletés comme des petits morceaux d'abeilles, des petits morceaux de propolis, des petits bouts de cire. Donc en fait... ça permet de tout faire remonter à la surface. Voilà, même avec la filtration, il y a des petits résidus qui passent. Ça permet voilà, le miel est plus dense en fait. Et tout ceci monte à la surface sous forme d'écume. Et puis après, au moment de la mise en pot, parce que moi je ne chauffe pas mes miels, au bout de quelques jours qu'il a maturé, enfin on va dire une quinzaine de jours que je le laisse en maturateur, 15 jours, 3 semaines, ça dépend de mon temps, hein. J'attaque la mise en pot. Voilà, avant que ça fige dans le maturateur. Avant que ça fige, voilà, exactement. Parce que je ne veux pas et je refuse de chauffer mes miels. Bon, on va aller voir les petits essaims, voir si les reines pondent. Donc ça, c'est des petits essaims qui sont partis. Ah, c'est ceux qu'on laisse aimer au cours de la saison. Voilà. Et que tu as mis dans un coin. Que j'ai mis, mais cette année, c'était des petits essaims, c'était des essaims secondaires. Ça veut dire, c'est pas parti au début, c'est parti. En fait, ils ont remplacé les reines à des moments donnés, certaines colonies, et sans essemer. Et entre le laps de temps où la nouvelle reine est arrivée, il y avait des œufs, donc elles ont relevé une deuxième génération de reines. Donc la jeune reine, en fait, est partie de quelques jours qu'elle venait de se faire féconder, elle part. Et puis une nouvelle qui arrive. Donc c'est des petits essaims, c'est pas... Donc je veux juste vérifier s'ils ont pris, quoi. Bah, il y a l'air, ça a l'air. Hein. Ça rentre, ça sort. Alors tous les signes montrent qu'effectivement ça a fonctionné. Donc bon, il y a peu d'abeilles, mais il y a des abeilles qui rentrent du pollen. Il y a des abeilles, là déjà c'est calme. Quand elles sont orphelines, ça se passe pas trop comme ça. Elles battent leur appel d'une certaine manière. Elles chantent. Donc là tout est calme. Donc je vois que la nourriture est légère. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Il va falloir que je leur donne un petit peu de sirop pour les aider. Parce qu'il n'y a plus d'entrée de nourriture à cette époque de l'année. Donc non, ça va, là il y a quand même... Voilà, il y a des œufs. Donc là, voilà, il y a des œufs à l'intérieur, la reine pond. Ok. Un champ de ponte. Donc ça fera un essaim pour l'année prochaine. Voilà. Voilà. Pour autant qu'il passe l'hiver. Si je regarde le deuxième cadre, là on voit les larves maintenant. Les larves blanches. Alors attends, où ça? Là, sous les abeilles. Les larves blanches. Ah oui, tout au fond, là, dans les trucs. Voilà. Dans les alvéoles. Ok. Je vais retourner le cadre. Voilà, là il commence à les operculer. Voilà, donc ça c'est tout pondu. Voilà, c'est tout pondu, il y a des œufs partout, jusqu'en haut. Et là, il y en a une qui est en train d'ouvrir, là, non? Elle est en train de fermer. D'accord. Mais quand il y a des rentrées de nectar, des fois, tu vois, elles mettent un petit peu petit peu de miel là. Donc là, elles sont en train de nettoyer, elles vont leur stocker ailleurs pour refaire un cadre joli. Donc celui-là, il est ok. Par contre, il faut que je donne du sirop. Pas pour me faire plaisir, hein. Parce que le sirop coûte cher. Mais pour qu'elle se développe, qu'elle ait suffisamment de réserve pour déjà pour démarrer. Puis après, il va falloir lui faire prendre du poids pour l'hiver. Tu peux nous réexpliquer le fonctionnement des reines dans les colonies? Là, je fais un essaim. Si je les laisse faire naturellement, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont élever sur un œuf, sur une jeune larve. Elles vont décider
C'est les ouvrières qui Donc, décident de voilà, ça. Je ne sais pas trop comment elle décide, tiens, cette larve, elle a l'honneur de devenir reine. Je ne sais pas trop ça, pourquoi, mais en tout cas, c'est elle qui décide. Et puis, Donc elles prennent une larve au hasard et ce qu'ils vont faire, c'est lui donner de la gelée royale, c'est ça? c'est ça. Alors, toutes les larves ont de la gelée royale, sauf que la reine, elle en a Toute sa croissance, son sa développement. croissance, voilà, son développement avant d'éclore. Ouais. Et c'est ça qui fait que ce qui devrait être une abeille va devenir une reine. C'est ça. Et l'alvéole n'est pas pareil. L'alvéole, elles l'agrandissent d'une manière en forme de gland qui descend vers le bas. Voilà. Donc celui-là, il est bon aussi, dessin. Et puis je vais regarder, il y en a encore 2 à regarder. Après, la reine, elle va se faire féconder. Après la naissance. Donc dans la semaine qui suit, elle va aller faire son vol, ses vols de fécondation avec les mâles qu'on a vus tout à l'heure. Et puis, elle va revenir et puis elle va pondre. Si pour autant qu'elle ne se soit pas fait manger par un petit oiseau. Donc ça, c'est un essaim que j'ai rattrapé il n'y a pas si longtemps, qu'il était tout petit. Je ne sais pas s'il a fonctionné celui-là. Si j'ai des œufs. Voilà, voilà, typiquement. Là, elle ponde. Donc je vais une belle ponde de reine. Je pourrais la chercher, hein, mais là, c'est des amorces de cellules royales. Donc là, je vais les casser. Parce que moi, ma reine, elle est OK ici. Okay. Mais des fois, en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes reines, elles sont un peu toutes fois folles, elles ne savent pas trop pondre. S'il y a des petites amorces comme ça, elles vont aller pondre dedans et il faut les casser. Voilà. Bon, des fois, il y a de la mauvaise fécondation, c'est pour ça qu'elle décide. Encore là. Voilà, il y a un œuf dedans en plus. Donc là, tu aurais pu avoir des reines en plus. Bah, c'est pas en plus, c'est que soit elles auraient tué, vu que c'est la fin de saison celle-ci, qui leur convient pas. Ouais. Soit, effectivement, si tu es dans la saison, bah, ça ressème, quoi. Et donc la reine se barre avec une partie de l'essaim, c'est ça. Mais là, je suis sûr qu'il y a la reine, puisque j'ai les œufs de la reine dans les cellules. Donc, je ne vais pas laisser faire ça. Voilà. La reine a l'air de bien démarrer. Je vais la laisser. D'ailleurs, on pourrait peut-être essayer de la chercher, mais quand elles sont jeunes comme ça, elles sont assez difficiles à voir. Non, je ne sais pas. On va la laisser tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais peut-être la rétrécir un peu plus parce que là, il y a trop de... Il y a trop de cadres pour le nombre d'abeilles. C'est ça. Je vais apporter une partition ici. Je vais essayer de la développer. En tout cas, il y a des œufs. Il y a une jolie ponte dans les cadres. Donc la reine pond bien. La reine, en fin de compte, je vais un peu enlever la tenue, il fait chaud. Hein. Ouais. La reine, une fois qu'elle lance sa ponte, en fait, elle fait que pondre toutes les années. Toute l'année. Toute l'année, toute sa vie. Le seul moment où elle va ressortir de sa ruche, c'est lorsqu'elle va décider d'essamer. Voilà, c'est les 2 fois où elle sort, pour les vols de fécondation et pour l'essaimage. Voilà. Le rôle de l'apiculteur, c'est d'éviter un essemage, sinon on ne produit pas sur la colonie qui va essaimer. Surtout dans notre région, hein, c'est trop court en termes de temps. Comment ça se passe en ce moment, l'apiculture d'une manière générale vis-à-vis du réchauffement climatique, des parasites? C'est quoi les enjeux, les problèmes? On va commencer par le varroa. Donc le varroa, en fait, c'est un acarien qui vient de Chine depuis à peu près 40 ans, qui se met en fait sur la caticule de l'abeille et qui va venir comme une tique, venir ponctionner en fait l'abeille pour se nourrir et puis pondre sur ses larves et aussi affaiblir les larves parce qu'il va se nourrir de la lymphe, de la larve qui se développe. Donc vous comprenez bien que les abeilles en fait qui naissent sont faibles, attrapent des virus par rapport à tout ça aussi, ce qui fait qu'on a les principales causes de mortalité aujourd'hui sont liées au varroa pendant l'hiver. Si vous avez plus de 50 varrois au mois de décembre dans votre ruche, votre colonie est pour ainsi dire morte l'hiver d'après, si vous ne faites rien. Ou s'effondrer même au mois de septembre. Parce que le varroa, il s'accroît d'une manière exponentielle en fait. C'est que là, c'est là où j'en ai le plus actuellement. Ça va éclore, enfin c'est en août, ça va être la débandade sur le varroa. Même si on fait attention, voilà, il y a des traitements qui existent, ils ne fonctionnent pas forcément. Moi en tant que pro, j'ai quand même énormément de ruches, je ne fais pas d'encagement, je suis tout seul, j'arrive pas à être partout, il faudrait faire un encagement de reine pour arrêter la ponte sur un cycle.
et traiter à l'acide oxalique à un moment donné, mais ça demande énormément de travail à ce moment-là, en même temps que l'extraction, que les divisions, voilà. Donc ça demande une grosse organisation. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est chaud, quoi. Et après, vous avez les traitements avec des lanières qui se font hors mielé, donc à partir de... C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche pour que début août ça soit fait. Et puis l'acide oxalique qui est apporté également, qui permet de tuer le varroa et pas l'abeille. Voilà. Faut faire attention au dosage, mais on est obligé de traiter pour que les colonies survivent. En fait. C'est ça. Sinon, ce serait tout mort. C'est ça. Si vous ne traitez pas, la première année, vous en perdez 30-50%, puis la deuxième année, vous perdez 100%. Enfin, je veux dire, on est obligé d'être toujours attentif à ce varroa. C'est un réel problème. Et donc après, il y a le frelon asiatique qui s'installe depuis l'année dernière d'une manière assez... virulente. Ouais, de plus en plus présente dans notre secteur. Faut savoir qu'on a la chance avec le département et le GDSA, donc le groupement de défense sanitaire de Haute-Savoie. Ils participent, ils contribuent beaucoup à l'action... Et voilà, j'ai posé mon truc, moi j'arrête de travailler. Ils contribuent beaucoup à l'action de lutte contre le frelon asiatique. Il y a eu le département qui a financé 5000 pièges pour les apiculteurs, pour piéger les rennes en fait en début de saison, au printemps, et également les rennes en fin de saison, avant qu'elles hivernent. Donc, voilà. Donc c'est des petites boîtes à phéromones, c'est ça, qui attirent les rennes, comme ça elles crèvent et elles ne font pas de colonies. Non, ça n'existe pas encore. Non. En fait, faudrait qu'à la place le lobbying, faudrait qu'il se fasse d'une manière différente, on va dire. C'est vrai qu'on est un peu en retard par rapport à ça. C'est qu'en fait, la France, ça fait depuis 2004 que c'est présent en France, que ça a colonisé toute la France, hein. Et puis les pays voisins maintenant. Donc, ça va peut-être, vu que ça prend plus d'ampleur, ça va quand même peut-être... Ils vont peut-être commencer à se réveiller et à bouger, quoi. Faire le boulot. Et puis, du coup, on a piégé énormément de rennes en Haute-Savoie. J'ai plus en tête des fondatrices. Aujourd'hui, le piégeage, il va se faire. Donc, ils vont commencer à attaquer les ruches à partir du mois d'août, quand il y a la disette. Voilà, où ils vont venir se nourrir. Ils ont besoin de protéines parce que le nid est gros, où ils vont venir faire un petit vol stationnaire devant les ruches et attraper les abeilles au vol. Jusqu'au froid, quoi, en fait. Hein. Donc ils sont capables de faire beaucoup de dégâts sur les colonies. Ensuite, le dérèglement climatique impose des longues périodes de sécheresse ou de pluie, ou de douceur à des moments, ou de froid à des moments où on n'en avait pas avant. Et ce qui fait qu'on a des disettes, c'est compliqué à gérer. Cette année, j'étais obligé... Ce qui s'est passé cette année. Cette année, j'ai commencé à faire une mielée au début de pissenlit et de printemps. Alors le printemps, j'ai réussi à la faire. Le pissenlit, ça s'est écourté parce que c'était trop mauvais, quoi. J'ai ramassé quelques cadres par-ci par-là pour dire d'en faire un petit peu. Mais après, c'est arrivé très vite une disette. Si j'apportais pas de sirop dans la saison aux colonies, elles étaient mortes de faim. Parce que l'hiver, il a été trop doux, c'est ça, cette année? Non, ça a commencé trop tôt? Oui, mais moi j'ai apporté la nourriture qu'il fallait. Mais après, quand ça a démarré... Oui, mais au niveau de la météo, il s'est passé quoi? Alors oui, la météo était trop douce l'hiver. Donc les colonies ont gonflé. Ils étaient énormes au mois de mars. Trop grosses. Voilà. Donc moi j'ai fait beaucoup de divisions pour c'est là que le froid est revenu. Voilà, là où elles ont développé le couvain à mort, en fait, où ça demande énormément de nourriture, et au final... il n'y en avait pas. Il y en a eu, ça a commencé à en avoir et du coup après il n'y en avait plus. Et après, il a fait plus ça froid, mange énormément. Hein. Quand vous avez du couvain à chauffer et une grosse quantité d'abeilles, elles ne peuvent pas sortir, elles sortent 2 jours dans la semaine, c'est peanut. Hein. Donc j'ai fait au cas par cas, c'est-à-dire que... Parce que c'est à cause de la météo qu'elles ne peuvent pas sortir et qu'elles ne trouvent pas à bouffer. Ça. Parce qu'au début il fait trop chaud donc ils se développent. Je pense que c'est le début de la saison. Cette année, c'était comme ça. Et finalement, il fait beaucoup plus froid, il se met à pleuvoir. Il a fait une goutte froide sur plusieurs mois. Ouais. La végétation ne se développe pas, elles ne peuvent pas sortir. Alors, il y a eu des fleurs, mais elles ne pouvaient pas aller butiner. Et ce qui fait qu'il y a des colonies. Après, c'était au cas par cas. Je pesais ruche par ruche, je regardais les réserves. Celle-ci, elle n'a plus 1 gramme de miel, c'est en urgence, quoi. Je leur mettais 1 kilo par 1 kilo pour qu'elle consomme directement et puis qu'elle
voilà, pas qu'elle le stocke, que ça soit vraiment de la survie, pour pas que le sirop soit retrouvé dans le miel après, parce qu'il y a des moments, même si j'ai pas les hausses au moment où je nourris et tout, si je donne des gros coups de sirop, elles vont faire de la place à un moment donné, puis elles vont le monter dans les hausses. Donc le but, il n'est pas là, le but, il est de nourrir pour la survie. Donc c'était au début, ça commençait à peu près un tiers des colonies, après c'était 2 tiers, puis après c'était la totalité. Parce que soit c'était ça, soit elle mourait. Donc 1 kilo par semaine, par ruche, donc fois 300 ruches, donc Ça commence à chiffrer. à 1,20 € le kilo de sirop hors taxe, voilà, ça commence à chiffrer chaque semaine, quoi. Donc ouais, les frais Donc ça fait des imprévus. frais en plus pour un rendement moindre. C'est ça, c'est ça, Donc c'est ça le problème aussi du changement climatique, c'est que c'est complètement instable. c'est ça. C'est Alors qu'avant, l'instabilité. l'apiculture était beaucoup plus pépère. Oui, alors je jette pas la pierre aux paysans, mais les agriculteurs aussi fauchent de plus en plus tôt. Donc il y a quand même un appauvrissement des sols en fleurs. Hein. Maintenant, on fait beaucoup de miel dans les arbres, hein. En tout cas pour notre secteur. Hein. Donc après, cette année, ils n'ont pas pu faucher, mais bon, la météo n'était pas là. Donc les abeilles n'ont pas pu aller butiner quand même les fleurs qui n'ont pas été fauchées. Ça va jamais quoi. Soit il fait trop chaud, trop froid, trop de pluie, C'est la trop de nature, vent, quand on trop de- travaille avec la nature, il y a des aléas, c'est jamais une année pleine, carton plein, il y a toujours un moment donné. Mais à avant apporter. c'était quand même plus stable. Oui, avant c'est ce que c'était tu me plus disais. stable, les saisons étaient un peu plus faites. Alors il y avait des années plus ou moins pluvieuses, plus ou moins froides, mais c'était quand même plus stable, les saisons se faisaient plus. Et du coup, c'est vrai que les apiculteurs d'avant faisaient beaucoup plus de miel et n'avaient pas forcément besoin d'apporter grand-chose à la Il n'y colonie. avait pas autant de problèmes, pas autant de parasites. Même de temps à passer. Parce que moi, quand j'ai du mauvais comme ça, je suis obligé de refaire, je vais mettre des guillemets, mais des revisites de printemps. Je passe beaucoup plus de temps dessus. Faut surveiller voilà, les parasites, faut surveiller l'infestation. Maintenant, il faut lutter contre le frelon asiatique. Enfin, ça devient chaotique. Puis maintenant, il y a Athena tumida, qui est un cafard qui est en Italie, tout proche, qui est aussi chinois. Voilà, Décidément. asiatique, enfin Chine, je sais pas quel pays là-bas, mais asiatique en tout cas, et du coup qui pourrit aussi les ruches, quoi. Donc on l'a pas encore ici, Mais ça remonte. voilà, ça vient petit à petit. Donc un boulot de plus en plus difficile. Voilà, puis les charges augmentent d'année en année. Ouais. Tout ce qu'on achète pour l'apiculture, la consommation, enfin, parce qu'on a toujours de l'investissement, que ça soit en cadre. Bon, je suis un peu autonome en cire, parce que je produis ma cire, évidemment. Mais tout ce qu'on rachète pour tourner sur un an, les nourritures, etc., les pots, tout augmente, a doublé, triplé en prix. Donc, effectivement, depuis après le Covid, ouais, ça. Et ironiquement, maintenant, le miel se vend plus. Oui. Donc ça, c'est encore un autre problème. Alors je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a eu une mauvaise pub de fête avec toute cette. C'est bien de. Enfin, c'est pas de la mauvaise pub. Je veux dire, il y a eu de la merde de fête. On importe des choses. Énormément de merde, oui. Ça, on est au courant. Voilà, on importe de la merde, malheureusement. Et puis je pense que ça a pris tellement d'ampleur que les clients ne savent même plus à qui faire confiance. Ce qui fait que ça a certainement refroidi des personnes. Ouais. Maintenant, par ils disent c'est rapport tout à de la ça. merde, on n'en prend plus. Et puis il y a l'inflation du coût de la vie. Depuis 1 an et demi, 2 ans, les prix ont tellement augmenté que effectivement. C'est ce qu'on a vu aussi sur la boutique avec le panier, l'augmentation des prix de l'énergie. ça. À partir de là, ça a commencé en fait à diminuer. c'est ça. Et y compris surtout dans les magasins, parce qu'encore la boutique, on en vend pas mal. C'est ça. Moi, dans les magasins ici en Haute-Savoie, alors je vendais que dans des magasins de bouche. Encore en direct, ça va, mais dans les magasins de bouche, ouais, ça devient compliqué. Il faudrait vendre en grande surface à des prix non rentables pour les rendements qu'on fait en Haute-Savoie par rapport à d'autres endroits. Il faudrait que je parte transhumer sur la lavande, sur beaucoup de choses à côté pour produire plus, améliorer le rendement, pour vendre à des prix plus bas. Mais là, en Haute-Savoie, le rendement est trop faible, je ne peux pas, quoi. C'est pas possible. Après, attends, il y a l'enfumoir là qui t'enfume. Qui m'enfume. On va l'éteindre, attends. On va boucher la cheminée. Oui, sur les clients ont l'air de bouder le miel. Oui, il y a un boudage du miel, mais c'est général en France. Hein. Ouais. Donc il y a un mélange de mauvaises images du produit, c'est ça, issu des importations, liées aux importations. Et que le miel est trop cher. Ouais. Trop coûteux, quoi. On préfère acheter de la confiture ou quelque chose comme ça. Par rapport au poids, ça coûte beaucoup moins cher.
Effectivement, mais c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout la même chose pour la santé, enfin, surtout quand il est naturel, quoi. Donc, Surtout quand c'est du vrai et qu'il n'a pas donc, fait voilà. 14 pays et qu'on ne sait pas d'où il vient. C'est ça. Et s'il a seulement vu une abeille de sa vie, Si seulement si. ça c'est encore autre Voilà. chose. Voilà. Non, mais il y a un Nous gros ne manque de citerons pas de nom. il y a un gros manque de transparence, voilà, dans l'étiquetage en grande surface. Il y a pas mal Il y de a aussi du tromperies, blanchiment, d'allusions. voilà, dans certains pays. Voilà, donc effectivement, je comprends que le client À la fin, ouais. soit. Bah, dans les grandes surfaces, moi j'avais fait une vidéo justement où je montrais qu'il n'y avait pas beaucoup de miel de qualité correcte, a priori même, sans, Oui, sans forcément aller voir comment ça a été fabriqué. c'est ça. Simplement en se fiant à la provenance, Mhm. tu sais qu'il y a des mélanges de miel issus de pays extrêmement douteux, genre Argentine, Oui, Ukraine, après- Chine parfois. Après, peut-être Et que tu c'est sais du que vrai c'est miel, hein. Peut-être c'est du vrai miel, je sais pas, hein. Mais il y a- Pas au prix où c'est vendu. mais par exemple, l'Argentine, Cuba ont des très bons miels. Mais après, Ah, bien sûr. Mais après, Mais ça veut- enfin, c'est des qu'est-ce qui est fait provenances- derrière voilà, c'est des provenances, oui. C'est Où tu peux acheter des certificats de C'est ça. provenance argentine. c'est Donc ça. ça permet de masquer aussi l'entrée du miel chinois, qui C'est est ça. qui n'a pas vu souvent d'abeilles. Effectivement, effectivement. Mais c'est vrai que voilà, donc avec toute cette mauvaise image, j'imagine. Au contraire, il faudrait redorer l'image un peu, mais ça, il faut que les politiques changent un petit peu. Faudrait que ça avance Ah un bah petit c'est pas peu. prévu parce que si on commence à dire aux gens que le prix du miel c'est pas ce qu'ils croient, en fait il faudrait distinguer deux produits. C'est ça. Les c'est mélanges de miel qui peuvent se vendre, qui sont pas forcément du poison ou voilà, mais voilà, Oui. c'est pas cher, ça s'apparente au miel mais ça n'en est pas vraiment. Oui. Et puis du miel d'apiculteur. C'est ça. Non mélangé, non chauffé de préférence, C'est ça. et qui soit issu d'un seul apiculteur. Oui, Voilà. déjà peut issu, être importé, hein, issu d'un mais- apiculteur. Issu d'un apiculteur qui travaille avec des abeilles, qui fait du vrai miel. C'est ça. Et c'est là ça. déjà la qualité sera bien meilleure, C'est ça. que ce soit du français ou ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, tout ce contexte fait qu'il y a une petite crise actuellement. Je pense que c'est aussi... Il y a des modes aussi, donc peut-être que là, on est dans une tendance où les personnes voilà, ont un peu délaissé, et puis ça va reprendre. Voilà, il y a eu quand même. Mais est-ce qu'il restera encore des apiculteurs français d'ici là? Parce que les pauvres, ils ont des augmentations de coûts, ils ont des augmentations de contraintes climatiques et parasitaires, et ils vendent plus rien. Oui, ben, à un moment donné, voilà, c'est vrai que moi maintenant, je vends des rennes, je vends des essaims, je fais voilà, les savons, teinture mère. Tu vas bientôt donner des cours. Ouais, peut-être que je vais donner des cours à un moment donné. Enfin, Ouais, voilà. j'essaye d'être Donc à la fin, multifactoriel. on fait de l'agriculture, mais on gagne sa vie avec des panneaux solaires, du gîte, du tourisme. C'est ça, Voilà. pas avec l'agriculture. C'est le en nouveau France. modèle de l'agriculture. On n'est pas riche. Moi, pour juste me présenter, parce qu'on n'a pas dit au départ, mais Ouais. je suis ingénieur quand même de formation dans l'électrotechnique, électronique, automatisme. Bah, parle-nous un petit peu de Non, comment toi tu as commencé l'apiculture et d'où tu viens, de quel secteur? Voilà, alors moi je suis natif de Haute-Savoie, donc du Chablais savoyard, 100% pure souche, Pur et Chablaisien. naturel. On a fait des tests. C'est un vrai. Chablaisien, hein, pas Haute-Savoyard, Chablaisien. Bon bref, du coup j'ai toujours été attiré par la nature. Je voulais déjà par le passé donc travailler au sein de la nature. On m'en a empêché. Je n'étais pas forcément bon à l'école et je voulais aller dans l'environnement en tant que garde forestier ou garde de pêche. Et on m'en a empêché. Donc mon papa étant électricien, j'ai fait des études d'électricité. Donc je suis allé en BEP CAP électricien que j'ai réussi avec succès. Ça me plaisait, donc en fait j'ai bien travaillé et j'ai fait bac et puis après maths sup, maths spé et une école d'ingénieur. Voilà. J'ai travaillé une dizaine d'années sur Suisse, après en tant qu'ingénieur, en tant que chargé de projet, commercial dans la technique pour établir des solutions complexes sur certains sites comme Novartis, Les trucs liés à la domotique. Voilà. liés où il y a beaucoup de domotique, des hôpitaux, et en Suisse c'est très développé, voilà, donc on fait des solutions, il y a quand même, et puis c'était les débuts, je veux dire, du smartphone, des images dessus, donc en fait il y avait un gros développement par rapport à ça. C'était entre 2005 et 2015, dans ces eaux. Ouais, voilà, en gros, voilà. Et du coup,
J'ai eu des ennuis de santé à un moment donné, je ne me suis plus retrouvé dans ce que je faisais et j'ai voulu revenir à la source. Et puis j'avais commencé l'apiculture en 2008 en tant qu'amateur, quelques ruches comme ça. Et puis en 2017, j'ai tout envoyé bouler pour devenir apiculteur professionnel. Donc j'ai fait la première saison en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, où j'ai tout bâti moi-même, presque toutes les ruches ont été fabriquées par moi, les cadres, parce que j'avais pas d'argent voilà, pour financer tout ça, donc on est allé à l'ancienne quoi. Puis j'ai développé un réseau de vente, il y a Jérôme qui m'a trouvé ou que j'ai trouvé, et puis que je remercie, parce que sans lui j'aurais peut-être déjà arrêté, parce que c'est compliqué quoi. Ouais, faut savoir que tu me l'achètes quand même correctement bien. Ce qui permet de me verser un salaire, voilà, un SMIC, voilà, pour être transparent. Voilà, donc, les agriculteurs roulent rarement sur l'or, ça dépend lesquels. C'est ça. Alors moi j'ai eu la chance d'être du coin et quand j'étais ingénieur, j'avais un terrain familial, j'ai pu construire ma maison, donc j'ai fait moi-même avec ma famille. Donc on a mis la main à la pâte aussi, donc on a une belle maison, oui. Donc on a cette chance, mais voilà, on vit simplement avec des salaires bas. Mon épouse travaille aussi sur France dans le milieu hospitalier, donc on est simple dans la vie de tous les jours et voilà, on profite chaque instant. Le travail pour la passion. Voilà. Surtout cette année où finalement il n'y a pas un énorme rendement là cette année encore. Alors pour l'instant c'était quasi nul. Et puis fin de saison, là, c'est à rentrer. Donc on a vu, je vais voir au niveau extraction, en termes de nombre de kilos par ruche, parce qu'il y a des ruchers qui ont forcément mieux fonctionné que d'autres, voir à combien j'arrive, si je suis rentable ou pas sur l'année. Voilà, faut savoir qu'en Haute-Savoie, en toute transparence, sur 15 ans, sur 10 ans, la moyenne est à peu près de 15 kilos par ruche. Voilà, de miel. Donc quand ça demande un travail sur un an. Ouais. Il faut faire aussi sa trésorerie sur 10 ans, quoi. Parce qu'il peut y avoir 2 ans. Oui, tout après, pourri il faut. Voilà, on a déjà connu des années où on n'a rien produit, ou très très peu, des années très bien. Donc après, voilà, il faut savoir aussi jongler sur ça. Donc cette année, il y aura du miel, il y a du miel. Après, les quantités vont être juste pour être rentable. Voilà, au final. Ok, juste de quoi se tirer un SMIC et voilà. Voilà, je pense. Parce que je vois que le châtaignier n'a pas tant rentré que ça, quand même. J'ai bien produit du tilleul, donc là, voilà, acheter du tilleul. Et puis là, j'ai du miel de fleurs de plaine, qui a l'air d'être pas mal sur les... voilà. Et à voir s'il est coupé avec du miel-à, je vais voir tout ça. Soit il sera appelé en forêt, soit en fleurs de plaine. Ouais, voilà. En fonction de la dominance. Voilà, en fonction de la dominance. Et la forêt, le problème, c'est que le miel-à a durci dans les cadres, j'ai vu. Donc je ne sais pas ce que je vais réussir à sortir. Et en plus, il y a beaucoup de miel dans ce rucher. Donc, c'est con. C'est con et je ne sais pas ce que je vais réussir à sortir. Pour une fois que ça produit, c'est déjà tout dur. Donc voilà. Ça, là, j'ai été récolté, je vais extraire. Parce qu'après, s'il durcit dans les cadres, après, tu ne peux plus faire le tri entre le miel et la cire. J'arrive pas à sortir le miel. Moi, je vais couper et puis après, j'arrive pas à tourner. Enfin, c'est dur. Alors, soit on leur donne au printemps aux abeilles, soit... On peut le vendre avec cire et miel. Ouais, mais qualité, c'est pas trop professionnel. Donc ceux qui le font, c'est pas bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est du miel-à tout dur d'épicéa, donc il est pas forcément, c'est pas forcément. C'est pas ce que les gens attendent pour ça. Non. C'est un miel, ce qu'ils appellent le miel béton. Même les abeilles n'arrivent pas à le prendre. Donc, elles le laissent à la fin. Elles l'ont produit, elles ont dit qu'est-ce qu'on a fait là. C'est ça. Après, il y a des maladies aussi sur l'abeille. Justement, le miel-à, j'ai remarqué avec les années, apporte la maladie noire. C'est un virus qu'elles attrapent et j'ai remarqué qu'avec le miel-à, elles ont tendance à choper cette maladie aussi. Ça affaiblit la colonie, c'est un peu dommage. Mais bon, généralement, quand le miel-à s'arrête, tout ceci s'arrête. Il n'y a pas de grosse casse par rapport à ça. Enfin, j'en ai jamais constaté. La semaine type un peu d'un apiculteur dans le coin. Semaine type? Ouais. En gros, c'est quoi ce que tu fais pour avoir du miel à la fin? Ça dépend du mois. Début de saison, moi j'ai des visites. Non, mais moi au début, je vais apporter, donc comme je disais, de la nourriture à un moment donné. Après, au mois de mars, je vais faire mes visites de printemps
je vais regarder l'état de la colonie, savoir comment pond la reine, comment elle redémarre. Si ça ne va pas, il va falloir que j'apporte quelque chose, hein. Soit un renforcement sur la colonie, soit de remplacer la reine. Donc là, tu les nourris pour qu'elles soient un peu plus grosses, un peu plus vaillantes. Certaines, à des moments, pour les booster un petit coup, pour qu'elles redémarrent mieux, j'apporte de la nourriture, une petite stimulation pour qu'elles grossissent, parce que ça va très très vite en fait. Moi, il faut que les hausses elles soient très rapidement mises, hein. Je veux dire, il y en a après, ça s'échelonne, hein. Certaines, je vais les mettre au mois d'avril, d'autres au mois de mai, mais moi, il faut que maximum début juin, que toutes les colonies aient toutes les hausses. C'est même tard, juin. Hein. C'est la fin de la saison, juin. Voilà, c'est que moi, en mai, faut que d'ici le 10 mai, il faut que toutes mes colonies elles aient des hausses. Hein. J'ai 300 colonies, hein, à peu près, donc il faut jouer entre la météo. Non, mais quand on peut intervenir. Donc je fais ces visites de printemps et toutes les semaines je repasse voir ce qui se passe. S'il faut que je rajoute des cadres, s'il faut que je divise, s'il faut que je casse des cellules royales. Donc tu es complètement tributaire de la nature en fonction de ce qui se passe vis-à-vis de la météo et vis-à-vis des abeilles et de la floraison, de tout ça. Ouais. Est-ce qu'il faut que je nourrisse parce qu'elle a besoin à un moment donné d'avoir pendant 15 jours un petit surplus de nourriture? Est-ce que... Voilà, si je ne sors rien, malheureusement, je ne peux plus être apiculteur. Alors un amateur qui a 2-3 ruches, il va s'en fiche, il produit du miel ou pas, que ça soit rentable ou pas pour lui, c'est son plaisir. Mais en tant que professionnel, on est obligé de sortir un peu de miel, un peu de miel, sinon on ne peut pas vivre. Hein. Voilà. Et puis il y a la vente aussi à côté. Donc toute ton année se fait dans les 3 mois. Et si la météo est pourrie, tu l'as dans l'os. Si tu as mal géré tes colonies, tu l'as dans l'os. C'est ça. Et c'est maintenant que je prépare pour l'année prochaine. Voilà. C'est pas dans 3 mois. Pour avoir des bonnes colonies, c'est maintenant. C'est maintenant. Où tu vas faire la division. Donc je vais tout faire les 15 prochains jours. Là, il n'y aura plus de hausse. Les colonies seront divisées. Les reines remplacées pour certaines. Enfin voilà, pour avoir. J'ai déjà pas mal remplacé les reines un peu partout. Hein, c'est presque tout fait. Pour que j'ai de la jeune reine, que le varroa soit traité. Les jeunes reines donc pondent plus. C'est plus dynamique. C'est plus. Ce qui fait qu'on a une colonie costaud. On passe mieux l'hiver. Voilà, c'est tout un... Parce qu'une colonie morte, malheureusement, déjà elle m'a coûté toute l'année. Et deuxièmement, elle n'a pas produit, elle est morte. Ah oui. Donc voilà, et un essaim, il faut savoir, un essaim qui est dans une ruchette comme ça, ça vaut 180 balles. Voilà, venez les piquer. S'il faut les acheter, en plus après il faut les nourrir pour qu'ils se développent, il faut mettre des cadres, faut faire les traitements, donc c'est beaucoup d'investissement. Il ne produit pas. Pour une rentabilité assez faible et aléatoire. C'est ça. Mais après il y a des bonnes années, hein. Des fois on produit bien, mais c'est vrai que c'est aléatoire. Et puis le bureau est sympa quoi. Voilà. Après semaine type, je repasse en permanence chaque semaine sur les ruchers. Alors moi, il faut que je fasse 2-3 ruchers par jour. Regarder ce qu'il y a besoin, s'il faut que je donne à manger, s'il faut que je mette des cadres, s'il faut que je fasse des essaims, s'il faut que je remplace des reines, s'il faut que je rajoute des hauts, c'est en permanence. Et quand il fait mauvais, on a beaucoup plus de visites à faire aussi pour voir si la colonie se porte bien, quoi. Tu comptes tes heures des fois? Absolument pas. Vaut mieux pas, c'est ça? Vaut mieux pas regarder. Parce que là, t'es pas au SMIC horaire, quoi. Ah, pas du tout, non. C'est 80 heures en pleine saison. Hein. Ouais. Là, au moins 80 heures. C'est un peu plus tranquille l'hiver, par contre? Ouais, le problème, c'est que tu es censé vendre. Alors. C'est 40 heures, 50 heures, quoi. 50 heures l'hiver. Mais disons que voilà, il y a la vente, je fais quelques marchés de Noël, je tourne sur les différents revendeurs. Non, mais c'est vrai, c'est l'étiquetage, je prépare la saison aussi, les cadres, je nettoie des choses, les ruches, les ruchettes, je répare aussi des affaires. Enfin, il faut tout préparer la saison aussi. Donc en fait, je visite aussi les colonies, voir s'il n'y a pas un arbre qui est tombé dessus, s'il y a de la neige. Enlever si les entrées sont bouchées. Faut tout le temps les surveiller quand même. Donner à manger s'il y a besoin. C'est pas 0 heure ou 5 minutes par-ci par-là. Non, mais bon, on visite beaucoup moins. C'est du passage aléatoire. Mais c'est vrai que ça demande un quotidien, quoi. C'est en permanance. C'est de l'agriculture. On est tributaire de la nature, quoi, complètement. C'est ça. Mais bon, le cadre, voilà, je suis ingénieur apiculteur maintenant. Oui. Et c'est sous surveillance. Ah oui. C'est vrai, du coup, la surveillance. Il y a malheureusement beaucoup de vols. Hein. Ouais.
Alors il y a encore un autre problème, le vol. Le vol, ouais, Le les vol, vols. le pillage. Alors, on est d'accord, hein, les voleurs, c'est des apiculteurs. Hein, Ah ouais. hein. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on puisse faire ça à un autre apiculteur qui galère déjà au quotidien. Donc, c'est une honte. Parce que là, si quelqu'un veut venir piquer ta petite ruchette avec ton tu essaim, viens la nuit. Tu viens même le jour, il n'y a personne. Ouais, le jour, il faudrait mieux pas que je le trouve sur le rucher. Oui, c'est ça. Voilà, non, mais ça arrive régulièrement, même dans le secteur. Hein, ici, il y a eu un peu. Cette année, j'ai pas entendu dire, ils l'ont arrêté, je crois. Mais il y a eu. Parce que c'était le même. Il y a eu 2-3 ans de suite. Il y a eu 2-3 ans de suite des vols de ruches dans le coin. Et il y en a quotidiennement en France. Et c'est problématique. Alors non seulement il y a les apiculteurs qui piquent les ruches, mais il y a ceux aussi qui n'ont pas de ruches et qui sont apiculteurs. Alors il y en a qui viennent piquer les ruches en début de saison, il y en a qui viennent piquer les cadres des essaims à l'intérieur et tu reviens. Et hop, il n'y a plus rien, tout s'est envolé. Et il y en a qui viennent piquer le miel, uniquement en fin de saison. Donc voilà, ça devient problématique. Hein. Et tout ça parce que le mec il veut essayer de s'en sortir, il est en désarroi parce qu'il n'arrive pas à sortir quelque chose ou il a un problème, mais non, mais... Il peut l'acheter en Espagne et dire que c'est du français, il y en a beaucoup qui font ça. Où il y a des mecs qui donnent du sirop aux abeilles à mort pour qu'elles produisent du miel de sirop, je sais pas, mais on peut voir de tout, ou de l'importation, oui, effectivement. Mais... On en a dans le coin des gens qui vendent, qui sont souvent sur les marchés. Oui, il y en a, Mais qui n'ont pas de ruches. Qui avaient, qui n'ont plus. Voilà, je décide pas. On jugera pas. C'est pas mon rôle. Ils ont peut-être un. Mais il y en a, oui, il y en a. Et puis comme sur les marchés aussi, des personnes qui vendent du miel. Moi aussi, j'ai des revendeurs sur les marchés qui vendent mon miel. C'est mon miel. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont aussi faire du trafic aussi sur les marchés, malheureusement. Ouais. C'est des revendeurs qui vont vendre du miel et puis ils disent que c'est eux. Ils disent. C'est ça le problème, c'est surtout qu'ils mentent sur la provenance. C'est ça le problème. Après, qui vendent du miel et qui soient transparents sur les étiquettes, sur la provenance, ok. C'est légal, c'est dans leur bon droit. S'ils veulent vendre un miel espagnol et des très bons miels espagnols, qui vendent le miel espagnol. C'est du miel. Voilà, mais après, faut être transparent. Il ne faut pas dire que c'est du français. Il ne faut pas mentir. Voilà. C'est ça. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour des problèmes de l'apiculteur en 2024. Allez, feu, on y va, c'est tout bon ? Hop. Filme pas mon camion dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse. De toute façon, ça se verra pas. Assume ton camion d'apiculteur. Non, en tout cas, je vous remercie d'acheter régulièrement sur la boutique. Voilà, que vous appréciez mes produits. Et puis, on n'a que des bons retours, sauf un. Oui, lui, on va lui organiser un octogone. Faut qu'il m'appelle. On va avoir une discussion. Voilà, je mets tout mon cœur là-dedans. Je veux vraiment faire de la qualité, c'est pour ça que je me suis reconverti là-dedans. C'est pas pour faire de la merde, c'est pour proposer un miel 100% brut de ruche, complètement naturel. Vous avez peut-être un petit bout de propolis à un moment donné dans le miel. Moi, il est juste tamisé, il n'est pas filtré. Il est différent chaque année aussi. Il est différent chaque année. Il faut savoir que si je sors un fleur sur un rucher, déjà d'un rucher à un autre, donc le miel peut être différent, parce qu'on n'a pas forcément tout à fait la même fleur, on n'a pas tout à fait les mêmes températures, elles vont aller sur différentes essences. Et puis d'une année sur l'autre, le miel aussi est différent. C'est normal, heureusement. On n'est pas en train de faire un truc. Du coup, c'est comme le vin, quelque part. C'est comme le vin, oui. Il y a des notes qui vont ressortir plus ou moins. L'année dernière, il y a 3 ans, mon miel de fleurs de montagne, il avait des notes d'agrumes. Il sentait un peu le citron, l'orange. L'année dernière, il avait des notes de caramel. Plus. Donc voilà, ça dépend vraiment d'une année sur l'autre. Et grosso modo, il suit quand même un peu les mêmes tendances sur les mêmes ruchers, mais on a quand même des différences. Des petites différences de texture, de cristallisation. Voilà, et en fonction de la météo, vraiment de la météo, sur ce qu'elles peuvent aller butiner, et derrière... Ouais, c'est pas le même goût, c'est pas le même... Derrière, il y a des petites différences, quoi. C'est ça. Ok. On te remercie de nous avoir accueillis sur ton rucher, de nous avoir parlé de ton métier et de ta démarche.
Comme je dis, un merci à vous, les clients qui me permettent de continuer à être apiculteur. Vous pouvez retrouver les miels de Nicolas Chapuis et puis tous ses produits, parce qu'il y a aussi les savons, la teinture mère de propolis aussi. Le baume, on n'a pas parlé du baume, que ouais. j'ai fait homologuer l'année dernière. Ouais. Voilà. Donc tout ça, c'est sur zoneartisanale.com. Oui, donc le baume, c'est fait avec ton miel, mon miel, ma cire et ma propolis. Voilà, et c'est pareil pour les savons, c'est que mes produits de la ruche. Alors, issus de mes produits de la ruche, parce qu'à côté, il y a une recette où il n'y a pas que de la propolis ou que du miel. Oui, il faut autre chose aussi pour faire du savon. C'est ça. Mais c'est tout issu d'agriculture biologique, respectueuse, et mes produits. Donc tout ça est sur zoneartisanale.com. Le lien est dans la description. Merci à tous de nous avoir suivis en direct de Haute-Savoie, enfin en direct, en différé quand même peut-être. Et puis je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres reportages avec nos artisans. Merci.